Les recherches se sont poursuivies toute la journée à Lavaux-sur-Loire. Dans le plan d'eau, le cadavre mutilé de Laetitia avait été découvert mardi. Nous sommes anéantis parce qu'il nous arrive. L'horreur de ce drame est inacceptable. Notre douleur est sans nom. Ces gens-là sont en liberté, c'est impossible. Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable, c'est une faute. Immédiatement, ces propos présidentiels sont jugés scandaleux par les magistrats. Je le dis très sereinement, mais il n'y aura pas une enquête de plus. On dira aux Français que tout a été parfait, sauf une petite jeune fille qui ne demandait qu'à vivre et qui a disparu. Le 25 janvier dernier, Nicolas Sarkozy s'exprime après la disparition tragique de la jeune Laetitia. Un drame qui bouleverse l'opinion, d'autant plus que le principal suspect, Tony Meillon, a déjà été condamné une quinzaine de fois. Depuis sa sortie de prison, il était soumis à un suivi qui n'a jamais été mis en œuvre. Immédiatement, Nicolas Sarkozy interpelle sa majorité et lui demande de nouvelles mesures pour lutter contre la récidive. L'arsenal législatif est-il suffisant ? La justice dispose-t-elle de moyens adaptés? Le traitement de la récidive doit-il être nécessairement sécuritaire? Les reporters de Public Sénat ont enquêté. Mais avant de commencer cette émission, il nous a semblé important de vous donner quelques chiffres. Il y a aujourd'hui près de 65 000 détenus dans les prisons françaises. C'est un record historique. Parmi eux, près de 15% sont condamnés pour un viol ou une agression sexuelle. La récidive, elle, concerne 2,7% des crimes sexuels contre 4% pour l'ensemble des crimes. Enfin, 170 000 personnes sont suivies en milieu ouvert, c'est-à-dire qu'elles purgent leur peine en dehors d'un établissement pénitentiaire. Jean-René Le Serre, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur UMP, spécialiste des questions judiciaires. Quand vous avez entendu le chef de l'État, comme on vient de le voir, suite à l'affaire Laetitia, demander de nouvelles mesures, une nouvelle loi à sa majorité dont vous faites partie, quelle a été votre réaction? S'il suffisait d'une loi pour régler un problème de société, ce serait vraiment très simple et malheureusement, les choses sont plus complexes. Dans la loi pénitentiaire notamment, il y a une idée très simple, qui est vraiment l'idée autour de laquelle j'aimerais qu'on axe l'ensemble des problèmes de lutte contre la récidive. La lutte contre la récidive et le travail de réinsertion sont l'avers et le revers de la même médaille. Si vous voulez effectivement réussir la lutte contre la récidive, il faut que vous réussissiez le travail de réinsertion. Quel est selon vous le dispositif le plus efficace en matière de lutte contre la récidive et en particulier la récidive sexuelle? Que faut-il faire? Le pire de la prison, c'est lorsque la prison est un temps mort, un temps qui ne sert à rien. Parce que la personne qui va en sortir, elle va en sortir la plupart du temps pire qu'elle n'y est entrée. En outre, vous avez dans les prisons un nombre de personnes souffrant de maladies mentales lourdes qui parfois sont en danger, mais parfois aussi sont dangereuses, qui est un nombre tout à fait impressionnant. Et là aussi, il n'y a pas de liaison entre la pathologie et la durée d'incarcération. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de sanctions sans traitement? Bien sûr, il ne peut pas y avoir de sanctions sans traitement. À partir du moment, si vous voulez, où la peine de mort est abolie, bien évidemment, la prison doit être un moment qui permet à la fois un traitement pour des personnes qui souffrent de pulsions et qui ont besoin effectivement qu'on les aide à les contrôler, et également une période de réadaptation pour des personnes qui ne savent parfois ni lire ni écrire, qui n'ont aucune formation, qui n'ont aucune chance de trouver un travail et un logement lorsqu'ils sortiront. Après l'affaire Laetitia, Nicolas Sarkozy s'est donc de nouveau engagé sur le terrain de la lutte contre la récidive. Un discours récurrent pour le chef de l'État. Ces dernières années, à chaque fait divers, le gouvernement a décidé d'une nouvelle loi, une inflation sécuritaire que nous détaille Élise Ecardi. En France, une affaire inquiétante de récidive. Un homme de 42 ans, sorti de prison en mai dernier après avoir purgé 10 ans pour viol, a été écroué pour 3 nouveaux viols. Nous sommes en 2005. L'affaire Patrick Trémaud émeut la France entière. Le violeur des parkings multirécidiviste a encore frappé. Son mode opératoire était toujours le même. Il commettait les viols de nuit, dans des parkings souterrains, en utilisant des préservatifs. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, va rebondir sur ce fait divers. Il veut imposer un traitement médical à ces violeurs récidivistes de gré ou de force. Je souhaite que l'on sorte des tabous concernant le suivi médicamenteux de ces individus qui ne contrôlent pas leurs pulsions.
Je souhaite qu'on puisse imposer ce suivi médicamenteux. La thématique ne quittera plus le futur président durant la campagne sur le thème de la sécurité en 2007. Le 10 août, 3 mois après son élection, promesse de campagne, la loi Dati met en place des peines planchées pour tous les récidivistes. Et pour les criminels sexuels, une injonction de soins. Ces criminels doivent être traités médicalement. Mais seulement 5 jours après ce nouveau texte, l'actualité va de nouveau imposer sa loi. C'est dans ce box de parking que le cauchemar du petit Ennis a pris fin hier soir vers minuit. C'est la police qui a découvert l'enfant dévêtu avec son agresseur. Le petit Ennis, 5 ans, victime de Francis Évrard, pédophile multirécidiviste, qui a été relâché de la prison de Caen 1 mois et demi plus tôt. Tollé dans l'opinion publique. Le président annonce qu'il veut une nouvelle loi et un durcissement des conditions de remise de peine pour les pédophiles. Les détenus de ce type, à la fin de leur peine, seront examinés par un collège de médecins. Et si ce collège des médecins reconnaît leur dangerosité, ils ne seront pas remis en liberté, ils iront dans un hôpital fermé. On ne peut pas laisser en liberté des prédateurs. En novembre de la même année, à la suite du fait divers Anne-Lorraine Schmitt, une jeune femme de 23 ans sauvagement assassinée dans le RER, le président revient devant les médias. Ce monsieur avait déjà fait une tentative de viol, même un viol. Il sort de prison. Et voilà que la première chose qu'il fasse, c'est un dimanche matin, cette petite jeune fille de 23 ans prenait le RER à 10h30 du matin, un dimanche. On ne peut pas dire qu'elle prenait des risques quand même. Et elle fait la mauvaise rencontre. Je le dis de la façon la plus claire, je demanderai au Parlement sur le texte de Rachida Dati d'imposer une peine de sûreté après la peine de prison à tous ces prédateurs. Après les avoir obligés à se soigner, le président veut maintenant garder les criminels sexuels en détention après la fin de leur peine. C'est la loi sur la rétention de sûreté de février 2008. Nicolas Sarkozy veut même que la mesure s'applique aux détenus déjà condamnés, contraire au principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi. Et l'actualité va encore frapper. En octobre 2009, Marie-Christine Odo est enlevée et tuée alors qu'elle faisait son jogging à Milly-la-Forêt. Reçus à l'Élysée cet après-midi, les proches de Marie-Christine Odo, victime d'un criminel récidiviste. Après cette rencontre, Nicolas Sarkozy a demandé au ministre de l'Intérieur des propositions pour réduire les risques de récidive en surveillant davantage les condamnés ayant purgé leur peine. La loi sera encore renforcée pour que, en particulier face à des délinquants sexuels qui représentent un véritable danger pour la société, il y ait des mesures qui, au-delà de la peine, assurent un suivi efficace. Suite à ce drame, ce n'est rien de moins que la 4e loi du mandat Sarkozy qui est votée. Le 10 mars 2010, le texte prévoit la possibilité d'une castration chimique pour les criminels sexuels. En 6 ans, 5 lois, des dizaines de mesures isolées, une véritable surenchère législative et autant de nouvelles obligations légales pour toute la chaîne de la justice, sans forcément les moyens humains et financiers pour les appliquer. Jean-René Le Serre, on vient de le voir dans ce reportage. Y a-t-il quelque chose de choquant pour vous dans cette accumulation de lois? Robert Badinter parle d'incohérence au pouvoir. Alors moi, je rappellerai Montesquieu, que j'aime bien, qui déclarait effectivement qu'il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante. Aujourd'hui, c'est une leçon qu'on a oubliée depuis très longtemps. Aujourd'hui, vous avez l'encre d'une loi qui est à peine sèche, que déjà l'on cherche à modifier cette loi. Les textes existants sont suffisants pour vous, pour lutter contre la récidive? Sur l'essentiel, nous avons effectivement un arsenal législatif particulièrement important. Je crois que le plus important, c'est d'abord de le mettre en œuvre, c'est d'abord de s'en servir, c'est d'abord de prévoir également, à côté de cet arsenal, se donnant pour but de lutter contre la récidive, un arsenal de même nature qui permet de juger de la dangerosité et un arsenal de même nature qui permet de faciliter la réinsertion. Très bien. Merci, monsieur le sénateur. Philippe Schmitt, bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté de témoigner. Votre fille, Anne-Lorraine, a été assassinée il y a 3 ans dans le RER. Le procès de son meurtrier s'est tenu en décembre dernier. Il avait déjà été condamné pour un viol sur la même ligne de RER. Il avait fait à l'époque 2 ans de prison. Depuis, vous vous battez pour faire changer les choses concernant la récidive. L'inaction, dites-vous, est infamante. Est-ce que le procès qui vient de se tenir vous a
apporter certaines réponses. La décision de la cour d'assises nous a soulagés, parce que pendant au moins 18 ans, cet individu ne devrait pas de nouveau rôder sur la ligne D du RER et mettre de nouveau en danger la vie de jeunes filles ou de jeunes femmes. Vous demandez une réforme de l'application des peines. Pour vous, la perpétuité n'existe pas en France? Ah mais c'est évident, la perpétuité en France, la moyenne c'est 17 ans. Ça veut dire qu'il y en a qui font plus et il y en a qui font moins. Et je ne comprends pas qu'à partir du moment où une cour d'assises qui rend la justice au nom du peuple français prononce une peine, par derrière, en catimini, quelques années après, un juge d'application des peines ou un tribunal d'application des peines puisse détricoter ce qu'une cour d'assises a décidé. On l'entend, vous en voulez particulièrement au juge d'application des peines que vous qualifiez d'irresponsable. Vous parlez d'une magistrature autiste. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec eux? Je pense que c'est un état d'esprit. Et en ce qui concerne les agressions sexuelles, dans un premier temps, je suis un partisan de la tolérance zéro. En introduction, vous avez rappelé que l'assassin d'Anne Lorraine, pour un viol commis avec un couteau, il avait blessé sa victime, a fait 2 ans de prison. Pour moi, il y a une vraie référence morale. Dans le pays des droits de l'homme, et je me demande si c'est le pays des droits de l'homme et c'est pas le pays des droits de la femme, dans un pays qui chaque année organise une journée, je crois que c'est le 25 novembre, jour de l'assassinat d'Anne Lorraine, contre les violences faites aux femmes, la référence morale, le tarif, c'est quelqu'un qui viole une femme avec un couteau et qui la blesse, c'est 2 ans de prison. Là, il y a un vrai problème. Il y a, je vous rappelle, 75 000 à 80 000 femmes violées par an en France. Sur ces 80 000, 25% se suicident. Voilà les vrais chiffres. C'est comme ça qu'il faut voir le problème. Moi, les criminels ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, ce sont ces 80 000 femmes, celles qui se suicident. Et comment fait-on pour diminuer ce chiffre de 80 000, diminuer ce chiffre de suicide? Donc c'est à ce moment-là qu'on arrive à envisager le traitement de ces criminels. Mais ce n'est pas eux qui sont en première ligne, ce sont les victimes. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors on le voit, dans ce type d'affaires, est souvent mise en cause la responsabilité des juges d'application des peines, les fameux JAP, mais aussi les conseillers d'insertion et de probation. Ils sont chargés de suivre les détenus à leur sortie de prison. Nous avons choisi de leur donner la parole. C'est un reportage de Flora Sauvage. 2 mois après le meurtre de Laetitia Perret, le monde judiciaire est dans la rue. Magistrats, avocats, gardiens de prison et travailleurs sociaux manifestent leur colère face aux accusations dont ils font l'objet. Tony Meillon, l'auteur présumé du meurtre de la jeune fille, était suivi par le SPIP de Nantes, le service d'insertion et de probation. On nous a dit qu'on aurait dû deviner que cette personne était dangereuse, comme si nous, on pouvait deviner ce qui va se passer dans les mois à venir à la tête des gens que l'on suit. En fait, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande de lire dans les boules de cristal, de deviner la dangerosité chez les uns et les autres. Évaluer la dangerosité et le risque de récidive des détenus ou des personnes condamnées par la justice, c'est le rôle des conseillers d'insertion et de probation. Dans le cas de Tony Meillon, le principal suspect dans le meurtre de Laetitia Perret, personne n'a rien vu venir. C'est quelqu'un qui était suivi pour des faits autres, qui n'avaient rien à voir avec les faits pour lesquels il est mis en examen. C'est quelqu'un qui a rencontré tous les services psychiatriques, le SPIP, le service de la formation professionnelle, l'ensemble des agents, des directeurs, des officiers. Donc c'était quelqu'un qui était connu. Comme il était récidiviste pour des faits de vol et de violence, il était connu. Et personne n'a jamais décelé la moindre dangerosité extrême, si les faits qui ont été commis sont les siens. Mais après, il y a des parcours, il y a des initiatives, il y a des actes qui sont commis sans qu'il y ait beaucoup de signes avant-coureurs. À Nantes, un conseiller d'insertion et de probation suit en moyenne 140 personnes par an, ce qui est considérable. On ne peut faire aucun suivi réel en voyant une personne 3/4 d'heure tous les 4 mois, parce qu'on ne la connaît pas. Or, on nous demande sans arrêt de faire des rapports sur une personne qu'on a vue une fois tous les 4 mois, 3/4 d'heure tous les 4 mois, c'est ridicule. Évaluer le risque de récidive, c'est le cœur du métier de ces travailleurs sociaux, mais cela prend du temps et le manque de moyens est réel. Chez les juges de l'application des peines, les dossiers s'empilent. Ce matin, Mohamed est convoqué dans le bureau du juge pour faire un point. Il a été condamné pour dégradation de biens publics. Vous vous rappelez que vous avez été condamné à une peine de travail d'intérêt général de 80 heures. Ça, c'était en mars 2010. Donc, le SPIP a cherché à vous faire exécuter cette peine. Moi, ce que j'ai, c'est que sur les 80, vous en avez exécuté 30.
Donc on s'est rendu compte que c'était compliqué parce qu'il y avait manifestement un problème d'alcool derrière tout ça, dans votre comportement, votre attitude. Donc moi, je décide de vous convoquer le 12 avril 2011. Et alors là, donc vous venez pas. La question, donc l'alcool a été posée, vous en êtes où par rapport à ça? Là, j'ai diminué, quoi. J'ai diminué. Mais diminuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi comme consommation à peu près diminuer? Pas beaucoup, pas comme avant, quoi. Vous prenez rendez-vous avec un médecin et avec votre psychiatre pour à la fois l'attestation et puis le reprise du suivi par rapport au problème d'alcool. Peut-être pas la peine d'attendre que ça se dégrade à nouveau pour devoir intervenir. Le conseil d'insertion qui suivait m'a adressé un rapport d'incident puisqu'il ne répondait plus aux convocations. Il s'agissait de refaire le point et de remettre les choses en place. Et donc d'apprécier si je demande au service de probation de reprendre le suivi parce que j'ai bon espoir que la peine de travail d'intérêt général sera au final exécutée, ce qui me semble-t-il sera le cas, ou si au contraire je transmets le dossier au procureur de la République qui peut poursuivre la personne pour ne pas avoir exécuté le travail d'intérêt général et elle encourt dans ce cas-là une peine de prison. En moyenne, un juge de l'application des peines a en charge 1000 dossiers par an et le nombre de mesures n'a fait qu'augmenter ces dernières années. On est dans un système complètement fou finalement, parce qu'on incarcère les gens, nécessairement ça provoque de la désinsertion. Et ensuite, quand on les libère, on ne les accompagne pas, ce qui fait qu'on augmente le risque de récidive, on les réincarcère, enfin, un système complètement fou. Et d'ailleurs, dans tous les pays où on a mis en place ce genre de stratégie, on a très vite rempli les nouvelles places de prison sans forcément que ça ait un impact sur la récidive. L'exemple évidemment typique, c'est l'exemple américain, où on arrive à une proportion de la population aux États-Unis sous les barreaux absolument considérable, et pour autant, il ne m'a pas semblé que les États-Unis devenaient un pays paisible. Travailleurs sociaux et juges de l'application des peines dénoncent le double discours qui existe aujourd'hui. D'un côté, les politiques veulent tout mettre en œuvre pour lutter contre la récidive. De l'autre, ils oublient bien souvent d'affecter des moyens supplémentaires pour prendre en charge les personnes susceptibles de récidiver. André Valigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste, spécialiste des questions de justice. On le voit dans ce reportage, la justice manque de moyens. Est-ce que le problème de la récidive ne commence pas là, dans ce manque de moyens de la justice? Depuis le retour de la droite au pouvoir, avec Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, les lois se sont accumulées en matière pénale, en matière de procédure pénale. Les lois se sont accumulées, se sont ajoutées les unes aux autres, une loi n'étant pas votée qu'une autre est déjà annoncée, sans que l'on donne à ces lois les moyens d'être appliquées. Donc c'est un peu la quadrature du cercle. On légifère beaucoup, mais il n'y a pas de moyens suffisants pour la mise en œuvre des mesures. Le problème, il est là. Les magistrats vous le disent tous, les avocats aussi, les spécialistes des questions judiciaires, tout le monde est d'accord. Cessons de faire des lois, appliquons déjà celles qui existent et qui sont déjà très sévères. Mais quand même, quand à chaque fait divers, on entend que la personne est en état de récidive, qu'elle a purgé une peine d'à peine quelques années pour un viol, qu'elle est de nouveau libre, est-ce qu'on ne peut pas pointer un certain laxisme des juges? Le laxisme des juges, c'est un fantasme. C'est le fantasme de Nicolas Sarkozy. Et il essaie de faire partager ce fantasme aux Français. Le vrai problème de la récidive, il tient justement dans le fait que les magistrats n'ont pas les moyens de, non seulement d'emprisonner, ils le font, mais de faire en sorte que celui qui est emprisonné soit soigné pendant son emprisonnement. Ces dernières années, à chaque fait divers, la majorité a fait voter une nouvelle loi. À quoi sert d'empiler les textes? Est-ce que ce n'est pas une dérive de légiférer à l'émotion, j'allais dire? Vous avez pointé le vrai problème de cette majorité, qui est la même depuis 2002, c'est que cette majorité et son chef, entre guillemets, Nicolas Sarkozy, ont une vision trop émotive et superficielle de la justice. Il faut surtout avoir le courage politique de dire aux Français, le risque zéro n'existe pas. La récidive zéro, ça n'existe pas. Mais alors que proposez-vous? Que propose la gauche pour mieux traiter la question de la récidive? Les statistiques sont formelles, qu'un détenu qui ne purge pas la totalité de sa peine récidive moins qu'un détenu qui a été maintenu en détention jusqu'au bout de sa peine. Donc il faut aménager les peines, il faut bien gérer les libérations conditionnelles. C'est aussi une façon intelligente et courageuse par rapport à l'opinion publique de faire diminuer la récidive. André Valigny, merci. Merci. Alors depuis 1998, la loi oblige les agresseurs à se soigner à leur sortie de prison. Nous sommes allés dans un de ces centres qui accueille justement des délinquants sexuels. Ils ont accepté de témoigner. C'est un reportage de Thomas Raguet. J'ai fait un rêve et en fait j'étais donc en colo et on faisait un camp, je sais plus trop quoi, enfin dans mon rêve c'était un camp et je me retrouve dans un lit avec un gamin. Donc en train de masser le gamin,
Puis bon, bah, même la partie bien sûr a touché les parties génitales et tout le tralala, quoi. Et puis, moi je me suis réveillé en sursaut, quoi. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. J'ai jamais violé, j'ai eu des attouchements, pas violé. Une fois, ça a failli quand même. Mais il y a eu un flash, mais un quart de seconde, quoi. Juste avant de pénétrer, j'ai eu un flash de mon oncle qui était en train de me faire pareil. Et ça m'a coupé. J'ai là réalisé le mal que je suis en train de faire. Les mots sont durs, les détails, parfois très crus. Au sein de ce groupe de parole, 3 pédophiles reviennent ensemble sur les démons qui les rongent. Pourquoi j'ai dévié dans cette branche de pédophiles, quoi, en fait. Tous sont déjà passés à l'acte. Certains ont fait de la prison. Pour d'autres, une procédure judiciaire est en cours. Ils sont tous libres et viennent ici de leur plein gré. Leur thérapie mêle groupe de parole, entretien individuel et parfois traitement médicamenteux. Aucun n'est à l'abri d'une récidive. 2 d'entre eux ont accepté de s'entretenir avec nous. 2 profils très différents l'un de l'autre. Le premier est ce que les spécialistes appellent un exclusif de petite fille. Il a été dénoncé lors de son 2e passage à l'acte. J'ai toujours attiré par les plus jeunes déjà, donc j'ai trouvé un métier dans lequel j'étais mis en contact avec des mineurs, et puis je pensais que c'était un bon moyen pour côtoyer des mineurs tout en gardant une certaine distance pour éviter le passage à l'acte, mais pour finir ça m'est arrivé. Aujourd'hui, il est dans l'attente d'un jugement pour attouchement sexuel sur mineur. C'est beaucoup plus difficile qu'avant. Quand je croise une petite fille dans la rue, j'ai vraiment envie de la regarder. J'ai beaucoup plus de mal à passer mon chemin. Est-ce que vous seriez capable de récidiver? Je suis mal placé pour dire non parce que je pensais vraiment pas que je le referais une 2e fois. Ses médecins lui ont expliqué qu'il devrait petit à petit se tourner vers une sexualité adulte en prenant de l'âge. Mais pour l'heure, rien n'a réellement changé. Le 2e pédophile a lui un passé beaucoup plus chargé. Violé durant son enfance, il est lui-même passé très souvent à l'acte, avant d'être dénoncé, puis emprisonné pendant 2 ans. Si on nous met en prison, bon, ben, on l'a mérité, on va en prison, et puis, ok, mais à une condition qu'on soit pris en charge, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Si on voyait un psychiatre, ça pour le voir, on le voyait. Mais on peut parler de la pluie ou du beau temps avec le psychiatre. Hein, et surtout à la sortie, nous orienter. Que faire et où aller. L'homme a conscience qu'il a besoin d'aide. Depuis sa sortie de prison, il a failli récidiver. J'étais en train de suivre un gamin et puis j'étais prêt à lui sauter dessus, quoi. Vraiment, il a fallu peu. Et j'arrivais pas à calmer ma pulsion, c'était la folie totale. Pendant 2 jours, j'étais sans tête. Ça aurait été n'importe quel gamin, je sautais dessus. C'est en cherchant de l'aide qu'il a atterri dans le service du docteur Coutenceau, à qui il demande une castration chimique. Un traitement qu'il suit maintenant depuis plusieurs mois. Décrivez-moi très simplement un peu comment le produit, donc le médicament, a modifié un peu vos fantasmes, ce que vous aviez en tête. J'avais plus du tout de fantasmes sur les enfants. Plus du tout, moins. Beaucoup moins, nettement moins. Bon, ça m'arrive encore de temps en temps d'avoir les petites pensées. Donc c'était moins obsédant. Moins obsédant, oui, moins fatigant, obsédant, mais beaucoup moins d'érection et de pulsion, surtout de pulsion. Pour moi, c'était une vie idéale sans sexe. Une vie sans sexe, sans obsession, presque sans fantasme, qui passe par l'injection d'un anti-androgène. Mais au bout d'un certain temps, les effets s'estompent. Là, maintenant, ça arrive à la fin, les érections reviennent, les envies reviennent, et le regard sur les enfants se porte encore de plus en plus. Tous les 3 mois, il faut donc recommencer. Mais impossible d'envisager un traitement à vie. Les risques liés aux effets secondaires sont trop importants. De plus, la castration chimique, quand elle s'avère nécessaire, ne peut suffire à empêcher la récidive. La caractéristique de l'agression sexuelle, et je vais le dire de manière que tout le monde va comprendre, c'est s'abandonner
à vivre sa pulsion. Et justement, parallèlement au traitement médicamenteux, ce que j'essaie de faire travailler au sujet, c'est qu'il y a toujours une partie de l'homme qui dit mais, « je me lâche », comme dans la vie. Je lâche mes pulsions, mais c'est toujours un choix et c'est une facilité. Le traitement des pédophiles passe donc en priorité par beaucoup d'écoute et d'échanges, et parfois des médicaments. Une approche globale que Roland Coutenceau a été l'un des premiers à mettre en place il y a 20 ans, et qu'il souhaiterait voir plus répandue aujourd'hui. Plus qu'une question de moyens, pour moi, c'est une question de qualité de l'évaluation et de qualité et diversité de l'éventail de la prise en charge au cas par cas. Faire le tri, en somme, parmi les auteurs d'agressions sexuelles et ainsi adapter les traitements. 3800 personnes seraient sous injonction de soins actuellement en France et une centaine sous traitement inhibiteur de libido. Michel Mercier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous répondre. Chaque drame, chaque fait divers nous le rappelle. Il est très difficile de traiter de la récidive criminelle, et en particulier la récidive des délinquants sexuels. Pourquoi? C'est difficile d'abord parce qu'il y a à la fois, et heureusement, peu de cas de récidive, 4%, mais c'est 4% de trop. Ce sont en plus des faits qui blessent profondément les gens. Et puis, c'est aussi une matière où on n'est jamais sûr du résultat. Et toute la politique que l'on met en place tourne autour d'une idée simple. Il faut qu'on puisse mesurer la dangerosité de l'individu au moment où il entre en prison, s'il est condamné, et au moment où il sort de la prison. Justement, dans le reportage qu'on vient de voir, les agresseurs nous disent « J'aurais voulu être soigné en prison, je ne l'ai pas été ». Comment se fait-il qu'il n'ait pas reçu le traitement qu'il demande? Certains, en tout cas. D'abord, il y a des soins en prison. Le ministère de la Santé, qui est responsable de la politique sanitaire dans les prisons comme ailleurs, met des moyens. Alors, c'est aussi la même chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on est soigné qu'on est guéri. Je crois qu'il faut en avoir pleinement conscience et que c'est forcément un traitement global de l'individu qui doit être mis en place. Le cœur de la problématique, il est là, il est dans l'évaluation de la dangerosité de l'individu. Bien sûr, on est dans un système qui doit être de plus en plus scientifique. Et il faut qu'on puisse mesurer cette dangerosité. Cette dangerosité, c'est une notion qui est difficile à quantifier, mais on peut l'appréhender à travers des croisements de disciplines. Depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, plusieurs lois ont été votées, les peines planchers, la surveillance et la rétention de sûreté, la LOPSI 2. Cet arsenal législatif est-il vraiment nécessaire? Est-il efficace? Voyez-vous, chacune des lois que vous citez a apporté un élément à la lutte contre la récidive. Par exemple, les peines planchers, comme le nom l'indique, sont des peines minimales qu'il faut fixer, et ça marche bien. Est-ce qu'il faut les étendre aujourd'hui? La loi LOPSI 2 va les étendre. Et donc, on va avoir une extension de ces peines planchers. Je crois que c'est un bon système. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si la récidive a baissé depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir en 2007? Et je ne vais pas vous dire qu'il n'y a plus de récidive. On est à peu près à 4% de récidive aujourd'hui. On a eu plus. On a aujourd'hui moins de cas de récidive. Je me suis basée, moi, sur les chiffres vraiment du ministère. Les taux de récidive pour les délits sexuels, il a progressé ces dernières années de 3,5 en 2006, 3,8 en 2007. On est à 4,3 en 2008. C'est aussi parce qu'on poursuit plus. On poursuit plus? Et on poursuit plus, et on poursuit sous des incriminations réelles. Donc ça n'invalide pas les mesures prises? Je ne pense pas du tout que ça invalide les mesures prises. Une dernière question, c'est également en prison, où l'on constate également un manque de moyens, manque de place, manque de personnel soignant, pas assez de médecins et coordonnateurs. Que peut faire le gouvernement? Ça fait beaucoup de manque. La justice n'a jamais été aussi stricte que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, on a 65 000 personnes, pratiquement, sous les verrous. On a 56 500 places de prison. On en construit tous les ans, on en rénove comme jamais on en a fait. Monsieur le ministre, merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir sur notre site internet publicsénat.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. La France a-t-elle